Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur Child of Kama. Ici Mayos pour vous accueillir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série d'ailleurs qui s'intitule Parlons-en. Il s'agit d'une série et d'une émission où on va discuter ensemble de sujets divers et variés. Pour commencer, aujourd'hui, on va voir la première vidéo de la série et on aura comme sujet la jeunesse afrodescendante et la politique. Pourquoi cette relation de peur? C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Maëlle. Alors, bienvenue sur Child of Kama. Merci pour votre présence. On va commencer donc par vous demander de vous présenter à ma chère communauté. Je vais commencer. Moi c'est Ali Baldé, africain de Guinée-Conakry, vivant en Belgique depuis une petite dizaine d'années. Et voilà, militant politique. Je me présente du coup comme Eza Komana, africain du Rwanda et également président du comité Odiama. Et moi, Sanchou Kiansumba, Oussam, je suis aussi africain du Congo et je suis en Belgique depuis aussi plus ou moins 10 ans. Et je m'intéresse aussi à la question politique, je suis militant politique aussi sur plusieurs questions ici en Belgique. D'accord. Merci pour votre courte et bref et bonne présentation. Alors, pour commencer la première question, j'aimerais que vous me donniez une définition de ce que représente la politique pour vous. Qu'est-ce que selon vous la politique? Pour moi la politique c'est la volonté de changer toujours des choses qui sont injustes. Et que pour moi ça se résumait à beaucoup de travail invisible. Souvent on voit la politique comme étant simplement ce qu'on voit sur les communications, les réseaux sociaux, les discours, etc. Mais je crois que le vrai travail politique est en fait ce qui est le gros du truc. C'est vraiment le travail que tu fais en soum, quoi, sans que les gens le voient. Et je crois que c'est le travail principal. D'accord. Donc toi, il y a une question de backstage. Pour toi, il y a des gens qui travaillent en arrière-plan, qui contribuent tout autant à la politique que les politiciens que nous on connaît et que l'on voit. Effectivement, tu vois par exemple quand on dit les indépendances africaines, on a souvent tendance à parler des pères des indépendances, en oubliant les mères aussi de l'indépendance. Mais ces gens n'étaient pas tout seuls. Ces gens étaient soutenus par des milliers de personnes et dans leur entourage direct, il y avait au moins une vingtaine de personnes qui travaillaient pour elles et qui faisaient en sorte que en fait, ces personnes soient de qualité quand elles sont dehors. D'accord. Merci. Et toi? La politique, ce sont les affaires des hommes, les affaires entre États, les affaires entre continents. Et moi, c'est comme ça que je le définirais. Après, je suis aussi d'accord avec la face invisible que le frère a partagée, que la politique ne s'arrête pas juste à des histoires de politiciens, mais ça va aussi à travers des simples discussions entre citoyens. Ça se trouve dans toutes les sphères de nos vies. Du coup, voilà, c'est comment je définirais la politique. D'accord. Et toi, Marc? Non, moi je partage ce que mes deux collègues ont dit. Et je pense aussi surtout que la politique c'est en gros c'est le quotidien. La politique c'est vraiment le quotidien et l'action sur le quotidien. Donc ça peut être dans le niveau local, ça peut être au niveau régional, au niveau fédéral, au niveau international, etc. Mais c'est comment est-ce qu'on change concrètement le quotidien. D'accord. C'est quand j'habite dans une commune, en fait très très bêtement les actions, le ramassage des poubelles, les écoles communales. Comment est-ce que quand je mets mes enfants à l'école, je m'intéresse à la manière dont mes enfants sont traités dans leurs écoles. Comment est-ce que je fais que mes enfants mangent bien dans leurs écoles, en fait, qu'ils ne soient pas empoisonnés par des produits chimiques ou quoi que ce soit. Au niveau régional, c'est en fait clairement les impôts. On est jeunes, on travaille. Où est-ce que les impôts que moi je paye vont en fait, et comment est-ce que l'État pour lequel je paye les impôts utilise cet argent-là. Donc s'intéresser à la politique, pour moi c'est ça, c'est de s'intéresser à ce qu'il y a autour de soi. C'est pour ça que je parlais du fait que quand je suis, enfin là où j'habite, en tout cas j'habite en Belgique, donc je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi. Et je m'intéresse à là où vont les impôts, je m'intéresse à comment les acteurs et actrices politiques institutionnels vont se positionner par rapport à la société, etc. Et en tant que citoyen, parce que la politique c'est ça aussi, c'est le fonctionnement de la société, mais pas que du point de vue institutionnel, c'est du point de vue aussi citoyen. Comment est-ce qu'en tant que citoyen, on fait pour changer les choses dans notre société? Mais je trouve que vous me donnez tous des définitions très positives, je trouve. Très glorieux, enfin très, même glorieux pour certains, mais
aussi très modeste. Voilà, la vie de tous les jours, autour de nous. Simple, en fait, je trouve, de ce que nous, en tant que moi, personnellement, une personne qui ne m'intéresse pas tant que ça à la politique, j'ai comme perception de la politique, de l'extérieur. En fait, j'aimerais savoir d'où vous est venue cette perception. Comment ça se fait, justement, par rapport à notre sujet du jour, qui est, voilà, cette relation de peur. Comment ça se fait que vous avez construit cette définition qui me semble, selon mon point de vue, assez positive de la politique? Moi, pour ma part, j'ai de temps à autre peur. Hein. Ah. Ça fait partie du processus. De temps à autre, la politique, ça fait peur. La vie, tout court, ça fait peur. Maintenant, je pense pas que, en fait, il y a un désintérêt de la politique parce qu'il y a de la peur. Je pense surtout qu'il y a beaucoup de désintérêt parce qu'on vit dans un monde de distraction. Un monde qui nous enseigne qu'on doit être des individualistes, qu'on doit penser à nous, notre boulot, notre travail, et oublier en fait ce qui se passe autour de nous, ou en tout cas la condition, par exemple des personnes noires en Belgique, une condition noire en Belgique, qui fait que les 90% seront dirigés dans une certaine direction. Et pour moi, quand je disais tout à l'heure que c'est changer ce qui est injuste, c'est de justement agir sur cette capacité qu'ont d'autres, ou en tout cas des systèmes, de dévier la vie de gens en fait, tout simplement, sans que ces personnes aient décidé de dévier leur vie proprement. Mais de te mettre dans des conditions, de s'installer dans des quartiers précis, dans des écoles précises, dans des orientations précises dans les écoles, etc. etc. Tout ça, c'est pas vraiment toi qui en décide. Il y a d'autres, il y a des décideurs qui ont décidé que ça serait comme ça pour vous. Et donc, votre capacité à vous organiser pour changer collectivement ça, pour moi, ça doit être l'enjeu politique. Chez toi, tu parles d'un certain quand même courage, enfin, un certain courage de vouloir changer, comme tu dis, des conditions dans lesquelles tu te trouves et qui ont été décidées par d'autres personnes. Donc, il y a une volonté de s'autodéterminer dans sa propre vie, d'avoir une influence ou du moins d'avoir un pouvoir sur ce qui nous arrive, sur nos conditions de vie, etc. Chose qui est revenue dans beaucoup de vos définitions. Mais aussi pour encore revenir par rapport au sujet, est-ce que vous ne trouvez pas que, contrairement, parce que comme tu dis, certes on ne s'y intéresse pas que à cause de la peur, de la distraction également, mais vous ne trouvez pas que, contrairement à d'autres communautés, dans la communauté africaine, il y a réellement une certaine peur. Plus qu'une peur, je dirais, une réelle crainte de mort pour certains. Il y a beaucoup d'aspects négatifs qui sont liés à la politique. Pour un peu donner plus de contexte par rapport à ce que je dis, en ce moment on parle justement du réveil africain, du panafricanisme, beaucoup de gens qui s'engagent. Et je trouve que beaucoup de personnes qui s'approchent du panafricanisme prennent beaucoup d'aspects sociaux, culturels. On va mettre en avant la musique, on va mettre en avant les artistes. On va créer des chaînes YouTube comme moi j'ai fait, etc. Beaucoup aussi parlent en ce moment de l'économie, on va être entrepreneur, on va créer des business afro, etc., etc. Mais je trouve quand même que le domaine de la politique est grandement délaissé. Moi, je ne serais pas d'accord avec toi. Je pense que la communauté africaine, en tout cas la jeunesse africaine en Belgique par exemple, est l'une des plus politisées que moi je connaisse en tout cas. Parce que comparativement à des débats, parce que j'ai pas une seule fois où je me réunis avec des amis dans la communauté noire proprement, où on ne parle pas de racisme. On ne parle pas de... après ça peut être moi à mon niveau, à mon échelle, tu vois. Mais je crois qu'on est justement une jeunesse extrêmement politisée. Évidemment, il y a des gros problèmes à l'intérieur de ça. Mais je ne pense pas que comparativement à d'autres, on ne l'est pas. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a une différence entre parler de racisme et agir contre le racisme? Parce que est-ce que justement, les Africains parlent souvent de politique, mais est-ce que pour autant ils agissent dans la politique? Est-ce que la politique c'est juste le fait d'être chez toi dans ton salon et de discuter avec ton oncle à quel point tu détestes votre président au pays et qu'en fait on devrait tous faire ci, faire ça, mais qu'à la fin personne ne fait rien? Est-ce que ça c'est être politisé réellement? Ou est-ce qu'être politisé c'est avoir des actions concrètes? Parce que moi je parle du fait, parce que si on parle du sujet de la discussion, oui les Africains aiment la politique, mais j'ai l'impression que c'est même devenu un sujet de distraction tel qu'un autre parce que c'est juste un sujet de débat. On en discute. J'entends ce que tu dis, mais je veux dire, en tout cas moi à mon niveau, ce que je constate, c'est que non seulement je discute avec des gens de ces questions-là, mais c'est des gens avec qui je m'organise aussi au quotidien. D'accord. Après ça peut être à mon échelle simplement, mais je constate de manière globale que quand même,
dans nos luttes politiques de manière générale, il y a quand même pas mal de jeunesse africaine. D'accord. Faut pas oublier qu'on est en minorité, que bon, si tu fais une grosse manif, tu as potentialité d'avoir plus de blancs que de noirs, quoi. Qu'en penses-tu? Moi, dans ma réalité, je dirais plutôt que je donne raison au frère quand il dit que la jeunesse ici, diasporique africaine, est politisée sur les questions du racisme parce qu'on est confronté à ça, et des questions de décolonisation parce que nous sommes aussi confrontés à ça. C'est normal que nous sommes prioritairement intéressés sur ce sujet-là, mais après, sur le sujet des politiques africaines, de tout ce qui se passe là-bas, je suis d'accord avec toi de dire que c'est un sujet divers. C'est un sujet où on discute de divertissement. Mais je pense également qu'il y a même un désintérêt. Il y a un désintérêt qui est né à plusieurs facteurs. Du fait que déjà nos parents nous ont transmis une peur aussi de la politique. Les médias, évidemment occidentaux, mettent en avant beaucoup plus ce qui se passe de mal politiquement chez nous que positivement. Et puis aussi, c'est lié aussi à une réalité des choses. Quand on sait que dans la réalité, qu'il y en a beaucoup qui sont assassinés quand ils rentrent en politique en Afrique, ben ça fait peur. Et je pense que via ces trois éléments-là, ça amène à beaucoup de gens, malheureusement, à avoir un désintérêt via cette politique-là. Parce que moi, personnellement, c'est de là d'où est venu mon désintérêt. Parce qu'en fait, cette idée de vidéo est venue, cette idée de sujet est venue de ma propre expérience. Je me suis dit, je me considère panafricaine, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique, mais la politique, c'est comme si c'était la bête noire de la pièce que je fais tout pour pas voir. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un contexte où on a un trauma générationnel. Ouais. Les parents, ils ont vécu des choses au pays qu'ils ne veulent absolument pas que leurs enfants vivent, ce qui est tout à fait normal. Et en arrivant ici, ils ont vécu d'autres choses. C'est-à-dire les réalités qu'ils avaient à l'époque, raciales notamment, ce n'est pas les réalités que nous on a, parce qu'eux se sont organisés pour qu'on n'ait pas les mêmes réalités. Donc pour moi, il y a ce trauma générationnel qui se transmet. Et dans nos communautés, vous le savez très bien, on ne parle pas de traumatisme. Oui. C'est vraiment un sujet, un sujet tabou. Et pourtant, il est là. Et il se transmet de génération en génération. Et donc, le fait de s'organiser, moi, c'est en Belgique que j'ai commencé à faire des manifestations. Au pays, je me souviens que quand il y avait des manifs, mon père nous demandait de rester à la maison. Et pourtant, je voyais d'autres jeunes dans le quartier qui allaient à ces manifestations. Mais après, tu entendais toujours que tel s'est fait tuer, tel était en prison, tel s'est fait caillasser, etc. etc. Et donc, tu as cette peur qui est là, qui est tout à fait normale, qui est humaine. Et donc, ça fait que, évidemment, ça joue sur nos capacités à nous organiser, mais je crois qu'il faut parler de ces questions. Il faut les poser concrètement et pouvoir les traiter de manière concrète. Ouais. Après, je pense aussi qu'il y a, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire sur le traumatisme, c'est clairement un traumatisme. C'est vraiment, quand on est jeune et qu'on lit par exemple comment Lumumba a été assassiné, ça donne pas vraiment envie de se lancer dans la politique. Ça fait extrêmement peur en fait. Tu te dis, mais en fait, est-ce que pour avoir des idées, est-ce que pour mes idées, je peux mourir de cette manière-là? Donc effectivement, ça freine énormément de gens qui veulent s'y engager. Donc le traumatisme est transmis. Et même par les gens qui ont fait de la politique eux-mêmes, les gens qui ont été des compagnons de Lumumba, je doute fort qu'ils ont encouragé leurs enfants après à faire de la politique. C'était tellement violent que ça s'est transmis comme ça. Et puis pour le cas du Congo, en tout cas 32 ans de dictature par la suite, qui ont totalement brisé toute volonté de s'intéresser à la chose publique en fait. Donc je pense qu'il y a ça aussi, et ça nous suit jusqu'ici dans la diaspora. Par contre, je pense qu'il y a aussi un fait, c'est que les gens s'organisent. Les gens s'organisent sur le terrain. Et l'une des choses qui fait que nous, ici, on a des débats qui sont, comme tu disais, un peu de divertissement plutôt, c'est qu'on n'est pas proche de la réalité, en fait. Et qu'on est éloigné de la réalité depuis un moment donné. Enfin, moi, ça fait 10 ans que j'habite ici maintenant. Je suis ce qui se passe, bien sûr, au Congo. Mais n'empêche qu'une personne qui est sur place pourra toujours mieux réfléchir aux problèmes qu'il ou elle vit que moi. En fait, moi, je suis à 8000 km. Je peux avoir des idées politiques, je peux avoir une idéologie que je défends, etc. Mais sur la réflexion concrète, parce que c'est ça la question, c'est est-ce qu'on fait des débats en l'air à un niveau méta, ou bien en fait on fait des débats concrets à un niveau qui va vraiment toucher les gens en fait. Et donc là je pense que effectivement quand on est ici et qu'on a 8000 km, il est difficile d'avoir des débats concrets sur ce qui se passe sur le terrain. Et c'est là où la collaboration quand on veut en tout cas lutter et mettre en place des moyens de militer politiquement pour le continent africain, il faut le faire avec des acteurs et actrices qui sont sur place. D'ici, on pourrait avoir des débats qui sont à des niveaux macro, qui sont plutôt
idéologique ou théorique qu'autre chose. Je trouve que vous établissez un bilan assez positif. Je crois que j'avais un bilan très négatif. Je vais revenir là-dessus, si tu me permets aussi. Sur le positif, je pense que si on s'engage justement en politique ou bien qu'on s'intéresse aux questions politiques, c'est parce qu'on trouve qu'il y a du négatif en fait. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a du négatif, on le défend positivement maintenant en disant que c'est un outil qu'on utilise pour changer les choses autour de nous, mais n'empêche que dans ce milieu-là, en tout cas dans la société dans laquelle on vit, il y a du négatif. Donc si on lutte contre le racisme, c'est qu'il y a du racisme dans la société, c'est qu'il y a négatif. Et donc du racisme qui, selon nous, est institutionnalisé, qui est structurel, ça veut dire que c'est très négatif. Donc, s'engager en politique, d'un point de vue militant, d'un point de vue institutionnel, dans le parti politique, c'est pour changer ce qu'il y a de négatif dans la société. Donc, Est-ce qu'on a le luxe d'être pessimiste? Est-ce que nous, en tant que jeunesse africaine noire, vivant en Belgique, est-ce qu'on a ce luxe de se dire que l'avenir n'est pas optimiste? Est-ce que c'est un moyen pour nous de lutter? C'est-à-dire que je trouve qu'on doit garder un cap positif. On est obligé de toute façon parce que ça permet de mobiliser les troupes. Ça permet de garder une énergie qui est là et cela n'empêche pas de voir la réalité en face. Mais ce qui crée beaucoup la dépression dans le militantisme en général, c'est le fait de se fixer des objectifs qui ne sont pas atteignables à court et à moyen terme. Les gens pensent que le capitalisme, ça va juste tomber comme ça du jour au lendemain parce qu'ils se sont engagés aujourd'hui. Non. C'est des vieux systèmes, c'est des vieilles machines qui sont bien huilées et qui se réadaptent tout le temps en fonction des mouvements. Donc, autant garder un cap positif et de pouvoir se dire que bon, peut-être moi je ne pourrai pas, collectivement ici, ma génération ne pourra pas, mais on va apporter notre pierre. Comme nos parents ont fait en fait. Souvent on dit nos parents n'ont rien fait et c'est parce qu'on ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'ils ont fait. De poser une pierre et de poser d'autres. Et puis on laissera à d'autres générations faire le travail. Mais il ne faut pas se dire que tout va se finir avec nous. Peut-être qu'on ne verra pas certaines choses, c'est pas grave. Mais du coup, c'est intéressant parce que pour revenir à d'ailleurs une question que j'avais pour vous qui était, selon vous, quelles sont les causes qui font que justement, nous en tant que jeunesse afrodescendante, je trouve qu'on a cette peur. Pour vous, c'est qu'on a ce trauma. Justement, pour vous, c'est qu'il y a réellement ce trauma qui nous a été transmis via notre éducation, via les médias, etc. Et pour vous, une autre question que je voulais vous poser, c'est comment on outrepasse, comment on guérit de ce trauma. Et pour vous, c'est amener justement cette vision positive. C'est rester positif, quoi. Après, je pense que le trauma qu'on a, c'est surtout au niveau de la politique africaine. Qu'on considère dans nos esprits obscurs, considère que c'est de l'assassinat. Après, je pense qu'au niveau de la mobilisation ici, il n'y a pas autant ces mêmes peurs, les politiques européennes. Je pense qu'on sait que c'est des magouilles, évidemment, dans tout le monde, mais on ne va pas finir par avoir la mort. Je pense que le trauma que nous avons vraiment, c'est ce qui concerne la politique de nos pays. Et c'est pour ça que, pour moi, à la différence de mes confrères, c'est que, ok, on est mobilisé au niveau de la jeunesse, on est mobilisé sur les questions qui nous touchent principalement, et c'est normal. Mais sur les questions qui touchent notre continent, donc, où c'est beaucoup plus lointain, vu ce recul, on est beaucoup moins engagé, on a beaucoup plus peur. Moi, c'est ce que je considère. C'est pour ça qu'en fait, je pense que le moyen de parvenir à s'engager au niveau de nos politiques africaines, c'est l'information d'abord. C'est l'information et la compréhension aussi de tout ce qui se passe chez nous, découle de tout ce qui se passe dans la diaspora en fait. Et quand on comprendra ça, principalement, je pense que ça poussera beaucoup plus de gens à s'engager dans les politiques africaines. Et quand je parle de politique africaine, c'est pas forcément dans les partis, mais à l'amélioration des conditions de nos populations également en Afrique. D'accord. Mais en fait, c'est très intéressant parce que justement, toi, je pense que depuis tout à l'heure, tu me parlais peut-être d'une politique européenne proche de nous. Toi aussi, voilà, Saint-Essas qui est proche de toi. Et toi, on sait justement, Max, tu as fondé ce comité Ojama qui est déjà qui s'intéresse un peu plus à la politique internationale, donc en y intégrant l'Afrique. Est-ce que justement, par rapport à ce qu'il vient de dire, pour vous, ce trauma, est-ce qu'il apparaît plus fortement lorsqu'il s'agit des politiques africaines? Moi, je reviens d'abord ce qu'il a dit. Je suis d'accord sur la plupart. Mais ici, on a des traumas aussi. Et d'ailleurs, des traumas qui sont très de notre génération aussi, je trouve. Par exemple, les questions de violence policière, ce sont des traumatismes. Que les gens se voient un jeune qui se fait tirer dessus par un policier, c'est un traumatisme parce que la prochaine fois que tu vas voir... Moi, à chaque fois que j'entends une sirène, j'ai quelque chose qui me dit fais attention. Wow. Toujours.
Et je sais que, par exemple, quand les sans-papiers, quand ils prennent la STIB, tout simplement, c'est-à-dire, tu vas arriver à l'arrêt prochain à te retrouver les contrôleurs avec la police. Si tu n'as pas ton ticket, c'est le centre fermé, c'est des traumas, quoi. Donc, même te déplacer dans la ville est un enjeu mental, en fait, pour toi. Et ces traumas-là, ils sont présents beaucoup dans nos communautés au quotidien. Un endroit où tu t'es déjà fait contrôler par la police, moi par exemple, Simonis, tout bêtement, j'ai eu la plupart de mes contrôles au faciès là. Parce que tu es là, tu traînes même pas 5 minutes, tu as quelqu'un en civil qui vient te voir en mode vous avez quelque chose dans vos poches, etc. etc. Donc pour moi, et à chaque fois que j'y reviens, même si j'ai pas de contrôle en tant que tel, j'ai ce souvenir qui revient là. Donc ces petits traumas qui sont là, ils sont bien présents et c'est les politiques proprement européennes. Quand tu vois nos frères se noyer dans la Méditerranée, je veux dire, les gens pensent souvent que c'est juste... On s'est même habitué aux chiffres. Aujourd'hui, il y a eu 100 migrants qui sont décédés au truc. C'est juste, ça défile en bas comme ça. Ouais. C'est une ligne, c'est un détail. C'est dingue. C'est un détail de truc. On s'habitue à ça, mais c'est nos corps en fait dont on nous dit que ça n'a aucune valeur. Ben oui. Et tu as une incapacité comme ça à t'organiser par rapport à la chose. Tu te sens faible en fait par rapport à ça. Parce que tu es juste, tu sais pas quoi faire. Concrètement, ça tombe sur des trucs tu es paralysé, ça paralyse l'action politique aussi. Mais tu sais, quelque chose qui me vient pendant que tu parles, j'ai l'impression que ça pourrait expliquer le degré de divertissement que j'observe dans la communauté africaine. Je trouve que notre communauté, c'est une des communautés les plus diverties, parce que, par exemple, j'ai juste fait cette observation par rapport au fait qu'on est en été, les festivals, etc., mais j'ai jamais vu autant de noirs à un endroit. Quand j'ai vu cette quantité de personnes dans ces festivals, etc., que je n'ai pas vu dans d'autres conférences, etc., où je trouve que c'est déjà beaucoup plus dur pour avoir cette audience, même par rapport à des chaînes YouTube, par exemple, sérieux, qui traitent de la politique, etc., qui n'ont pas autant de personnes qui s'y intéressent. Et même lorsque des soirées, etc., je trouve vraiment que la danse, la musique, etc., les soirées, les festivités, etc., les Africains sont toujours présents. Tu vois ? Moi, je trouve que, justement, on est une communauté qui doit se divertir. Mais justement, ce que moi je voulais dire, c'est que est-ce que justement on ne se divertit pas? Moi je dis pas qu'on se divertit parce qu'on est des êtres qui se divertissent et qu'on est dénué de raison. Non. C'est justement, je me dis, avec tout ce que vous me dites, est-ce que c'est pas pour ça qu'on se divertit? Parce que aussi bien on a nos traumas qui viennent de nos terres d'origine, mais en fait même ici on a tellement de traumas en plus. Et comme tu dis, il y a cette impuissance qui vient quand tu observes ces chiffres, etc. Et on devient, en fait, on l'intègre, on finit par se dire on n'y peut rien. Et donc, est-ce qu'on ne se rabat pas justement sur le divertissement? Moi, je trouve que, en fait, il ne faut pas opposer les deux, que les deux sont liés, que le public qui va en conférence et le public qui va à une soirée, c'est pas forcément les mêmes, même si parfois ça se mélange. Moi aussi, tu veux me retrouver à des soirées, hein, c'est pas le sujet. Mais je veux dire que le divertissement aussi dans nos communautés, ça doit être un sujet abordé politiquement. Parce que ça permet de gérer un certain nombre de traumas. Après, toute chose en excès n'est pas bonne. Je trouve qu'il y a parmi nous, il faut qu'on se dise les choses, des gens qui se divertissent clairement trop. Mais ça, je veux dire, c'est pas ça qui nous empêche vraiment de nous mobiliser. Quand tu vois, c'est comme les questions d'église par exemple, les questions de religion tout court. Souvent on oppose en disant que non, les gens vont trop à l'église, il faut arrêter ça, etc. Mais je trouve que justement, la capacité qu'on a à nous organiser au sein des églises, il faut le remobiliser politiquement. Il faut le remobiliser politiquement parce que les églises ont énormément de moyens financiers d'abord et d'influence politique qui pourraient être mis à la gestion de... Mais est-ce que la politique et la religion vont ensemble? Ça, c'est un autre sujet. Ça peut aller ensemble. Ça va ensemble. Totalement l'ensemble. L'Église est censée aussi agir dans la société. Parce qu'encore une fois, si on revient à la définition première de c'est quoi la politique, c'est quoi comme je disais en fait au départ, s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Si l'Église est vraiment
intégrée dans la société et fonctionne dans la société, n'est pas une bulle, et s'intéressera à ce qui se passe autour d'elle. Donc, la question des sans-papiers, la question des étudiants, la question des violences policières, toute une série de questions qui nécessitent une intervention de tous les citoyens, donc, dont les gens qui sont dans les églises, dont les églises en tant qu'institution elles-mêmes aussi. Et moi, j'allais revenir sur la question de la peur aussi. Je pense qu'il y a deux peurs différentes. Il y a une peur par rapport à ce qui se passe dans nos pays d'origine, qui est une peur différente de celle qu'on a ici. Donc je rejoins totalement ce que Agu a dit sur les traumas qui existent en fait ici. Il y a des gens qui ont tellement lutté pour avoir leur papier qu'une fois qu'ils les ont, ils n'ont plus envie d'entendre parler de s'intéresser à quoi que ce soit. Ils les ont eus et ils veulent profiter un peu de la vie parce qu'ils ont passé 10 ans à essayer à galérer et à essayer d'avoir leur dignité. Parce que c'est ça, avoir des papiers, c'est pouvoir prendre son métro sans avoir peur de trouver des contrôleurs, sans avoir peur de se retrouver dans un centre fermé, etc. Donc il y a des traumatismes qui sont très très présents. Et pour celles et ceux qui peuvent aussi s'engager en politique ici, qui s'intéressent à ces questions politiques, il y a un traumatisme particulier sur en Belgique, c'est l'incompréhension du système politique. Ça, c'est un traumatisme, les gens ne comprennent pas comment ils pourraient s'organiser. Aussi parfois, on ne sait pas vers qui se tourner quand il y a un problème, vers quelle institution se tourner. C'est aussi un trauma qui... personnellement, quand je discute avec plein de jeunes aussi, c'est ça, ils disent en Belgique, je ne comprends jamais rien. En fait, si moi j'ai envie de m'intéresser à des questions, je ne sais pas vers qui je peux me tourner, en fait, vers qui je peux aller. Donc c'est un traumatisme aussi de manque de compréhension de la politique en Belgique, hein, mais on pourrait la transposer à d'autres pays aussi, qui fait que en fait, beaucoup de gens se disent non, moi je reste dans mon coin et je ne m'occupe pas de ce qui se passe, quoi. Moi, personnellement, certes, on est traumatisé, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est cette question d'ailleurs victimaire au sein du comité Odiama que j'essaie de mettre en avant. On dit ok, on est victimisé, mais je pense que la plupart du temps, enfin, on se sent traumatisé, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, je pense que cette façon de se voir toujours traumatisé, c'est une façon de nous voir toujours victimaires et inactifs, et pas dans le pragmatisme. Pour revenir en fait un peu à ce que le frère a dit, le divertissement, la religion et la politique sont des aspects d'un individu comme des aspects d'une communauté, tout simplement. Du coup, maintenant, il faut quand même voir la vérité en face. Au niveau de la diaspora, moi, personnellement, je considère qu'on est beaucoup plus dans le divertissement, on est beaucoup plus dans la religion que dans l'engagement politique, dû à ces traumas. Et c'est compréhensible, c'est humain après ce qu'on a vécu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? On reste avec ces traumas, on continue à discuter ou on est dans le pragmatisme? Moi, c'est réellement cette question-là que je me pose. Mais en fait, quand tu dis ça, je trouve que ça me rappelle aussi un autre élément. Je pense que c'est une question de microcosme, c'est une question d'environnement dans lequel tu te trouves. Je pense que si tu es dans un environnement déjà assez militant, c'est sûr que tu vas être entouré de personnes avec qui tu seras amené à discuter de la politique un peu plus souvent, ou régulièrement. Mais moi, j'en parle en tout cas personnellement, je ne parle presque jamais de la politique. Genre vraiment, je me rends compte dans ma vie, ça n'existe pas vraiment. Et justement, c'est là que moi, je pensais, et par rapport à mes amis, par rapport à des personnes que je connais, c'est la même chose. La politique n'existe pas vraiment. C'est quand on voit un poste, voilà, il y a eu une révolte ici, il y a eu ça dans tel pays, qu'on va lire le poste, on parle 5 minutes et passer à autre chose. Mais le divertissement est vraiment présent. L'envie d'aller dans ce festival-là, l'envie d'écouter cette musique-là, etc. Et je pense que ne serait-ce que de voir est-ce que la popularité de notre culture vient aussi du fait qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui est investie là-bas. Mais ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. Je pense que de base, dans toutes les sociétés, il y a peut-être un pourcentage déjà réduit de personnes qui s'intéressent à la politique. Mais j'ai l'impression que dans notre communauté, il est encore un peu plus réduit. Et justement, je voulais qu'on s'intéresse aux causes. Et comme vous avez bien dit, il y a ce trauma. Et il faut bien qu'on y fasse quelque chose. Mais en même temps, quelles seraient vos solutions? Je pense justement que ce que tu viens de dire est intéressant. C'est que déjà, globalement, les gens ne s'y intéressent pas. Donc, oui. Quand tu vois l'échelle d'une société, très peu de gens s'intéressent à ce qui se passe autour de soi et ce qui passe aussi au-delà de nos frontières, etc. Donc, Ali en a parlé aussi au début, il y a clairement une donnée capitaliste qui entre là-dedans aussi, individualiste. Donc, le capitalisme, c'est un système qui renforce, en tout cas qui promeut et qui, entre guillemets, oblige les gens aussi d'une certaine manière à être individuels. Parce qu'en fait, on pense à son travail, à son loyer, comment on paye son loyer, comment on mange, etc. Et ça, c'est un mode de vie individualiste qui renforce aussi le manque d'intérêt à la politique, parce qu'on se dit, moi j'ai pas le temps de m'intéresser à ce qui se passe autour de moi et à m'occuper des autres, d'abord m'occuper de moi-même en fait. Donc je dois travailler, je dois trouver un travail, je dois trouver un appartement, je dois je dois me développer financièrement, quoi que ce soit. Donc il y a des mécanismes qui
qui font en fait aujourd'hui que globalement dans nos sociétés, déjà les gens ne s'y intéressent pas déjà. En fait. Et donc là, il y a, dans notre communauté à nous-mêmes, ça percole en fait. C'est pareil, donc le constat est le même, c'est qu'il y a une minorité qui s'y intéresse et une majorité qui ne va pas s'y intéresser. Donc c'est là où je suis d'accord avec le fait qu'il faut inciter, il faut faire en sorte que les gens s'y intéressent. Moi je pense que vraiment c'est ça. Et on en a parlé aussi au début, c'est de dire la politique, c'est pas seulement le terme politique, hein, qui est un terme un peu qui fait peur aux gens en fait justement. Parfois il faut juste dire aux gens, c'est vraiment ce qu'il y a autour de ce que tu veux changer autour de toi. C'est vraiment qu'est-ce qu'il y a autour de toi que tu veux changer, qu'est-ce qu'il y a au niveau international que tu veux changer, etc. C'est plutôt comme ça qu'il faut aborder les choses, c'est en sortant de l'aspect du mot politique qui fait peur aux gens et en disant aux gens que la politique c'est avant tout quelles aspirations eux ils veulent pour leur entourage direct ou indirect et comment mettre en place ces aspirations là. Et c'est dire aux gens en fait si c'est possible de s'engager politiquement dans la société civile sans forcément d'avoir cette crainte là du mot politique. Ouais, je reviens sur ce que disait le frère. Évidemment qu'on nous reproche souvent d'être victimaires. Mais il ne faut pas que cela nous empêche de reconnaître nous-mêmes que nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes de ces systèmes de colonisation, d'esclavage, de capitalisme de manière générale. Nous avons ce statut de victime. Et ça, pour moi, c'est important de le reconnaître parce que c'est simplement la réalité. Si tu fais le parallèle avec d'autres communautés, on ne va jamais leur reprocher d'être victimaires. Ce statut, on l'a. Maintenant, le reconnaître, c'est accepter la réalité dans laquelle on est, pour en faire un moyen de lutte politique. Pour revenir à la question de la religion, pour moi, si tu regardes la vie et de Jésus et de Mahomet, ce qu'on nous dit d'eux, c'est des gens qui ont changé leur réalité et qui ont fait en sorte que d'autres personnes fassent le même changement. On distribue du pain, on lutte contre des pouvoirs qui assassinaient des gens, etc. Change le vin. C'est deux. Ça, je pense que c'est le lobby du vin qui a mis cette phrase dans la Bible, mais bon, c'est ça, notre débat. Mais je veux dire, c'est des grands militants politiques, en fait. C'est juste que l'histoire a fait que, et les hommes, pour revenir à la question de l'affaire des hommes, l'Église catholique notamment, on a fait une affaire personnelle, uniquement européenne, uniquement du Vatican. Et donc est parti de cette position centrale qu'ils ont construite et ont développé un système politique autour de ça. Mais quand tu regardes véritablement ce qu'a été leur vie, c'est des gens qui s'intéressaient concrètement à la réalité des personnes les plus opprimées autour d'eux et qui voulaient faire ce changement-là. Et ce discours-là, je trouve qu'il n'est pas suffisamment mobilisé au sein de nos églises, de nos mosquées, etc. C'est toujours cette idée qu'en fait, il faut souffrir ici-bas pour peut-être avoir accès au paradis. Non, ce qu'a fait Jésus et Mahomet, c'est pas ça. Ils n'ont pas souffert ici-bas pour juste avoir accès au paradis. Ils ont participé à changer leur réalité pendant qu'ils étaient là. Et à améliorer la situation des gens pendant qu'ils étaient là. Cela n'empêche pas que tu peux avoir accès au paradis après. Mais cette idée que nous devons être lobotomisés, prier toujours comme ça, pour attendre un jour que les choses viennent, ça c'est une idée proprement coloniale, moi je trouve. Et donc, si tu regardes au Congo spécifiquement, les plus grandes résistances qu'on a eues par exemple sur la question coloniale, c'est des résistances qui sont parties de questions religieuses. Tu regardes le kimbanguisme, ce qu'a fait Kimpavita, etc. C'est des résistances qui partent d'une idéologie de religion et qui la transforment en des intérêts proprement africains, qui en font des mouvements de lutte politique. Il faut se poser la question pourquoi Kimbangu est aussi diabolisé. Pourquoi est-ce que les gens ont peur tout de suite quand tu parles de lui? C'est parce qu'on l'a diabolisé. Lumumba, maintenant, on en parle positivement. Aujourd'hui, tout le monde est devenu lumumbiste. Mais il y a 10 ans de cela, quand tu parlais de Lumumba, tu avais des gens qui avaient peur, surtout en diaspora. Et donc, amener ce déclic, en fait, par rapport aux religions, par rapport à plein de choses, on ne va pas pouvoir revenir totalement à nos religions ancestrales, parce qu'elles sont dans leur contexte aussi. Nous avons des contextes différents aujourd'hui. Donc, évidemment, il ne faut pas, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, on dit. Il faut s'inspirer de ce qui s'est passé, mais il faut tenir compte de nos réalités. Et nos réalités actuelles, tu ne vas pas convaincre les gens de dire, bon, quittez l'église, venez, on va faire les manifestations simplement. Ça ne va pas marcher.
Souvent, le discours politique, c'est ça, c'est de culpabiliser les gens sur ce qu'ils font pour supporter leur réalité. Si les gens vont à l'église tous les dimanches, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre qui leur donne de l'espoir. Dans nos contextes proprement africains, comment tu vas expliquer à nos mamans qui vont 7 jours par semaine au marché, qui cravachent pour nourrir leurs enfants, que non, le seul dimanche où elles peuvent avoir un peu de repos, un peu d'espoir, tu vas leur dire non, ne fais plus ça, allez vers la manifestation. C'est pas sérieux. Je crois qu'il faut tenir compte de la réalité des gens et tout simplement essayer de la transformer à partir de ça. C'est pour ça que les enseignements de Cabral, par exemple, sont extrêmement intéressants. Parce que Cabral, malgré qu'il avait une formation politique réelle, qu'il avait eue ailleurs que dans son pays, quand il rentre, il se met dans la réalité des gens. Il va aller dans toute la Guinée-Bissau, tout le pays. Il va aller voir les gens, entendre ce qu'ils ont à dire, construire des réalités politiques à partir de leur réalité. Mais pas venir en disant voilà ce qu'il nous faut, il faut laisser les églises, il faut laisser les mosquées, c'est pas africain tout ça, etc. etc. Je crois qu'il faut voir la réalité en face et se réapproprier. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ça? Moi, par la solution, je pense que, comme le frère l'a dit, elle vient d'une minorité. Je pense que c'est la minorité qui doit influencer la majorité. En fait, je considère comme Watt Dubois avait considéré que c'était une élite qui influence la majorité. Moi, c'est ce que je crois, parce que tout le monde n'est pas fait pour aller dans la politique ou de s'engager ou quoi que ce soit. Mais c'est la minorité qui doit montrer l'exemple et pousser la masse dans un sens et dans une direction. Et je pense que c'est la responsabilité de cette minorité de choisir le bon sens et la bonne direction. Par exemple, par rapport à moi, je considère que le sens et même la pensée de ce qu'on disait Victor, il faut connaître que nous sommes victimes de ce système. Mais ça nous amène pour certains à être inactifs, à être passifs et pas être pragmatiques. Et on peut le voir, hein, quand il se passe quelque chose de grave dans notre communauté, nous sommes tous là à travers les stories, à mettre des publications noires, à travers ça, et puis on passe à autre chose. Nous sommes trop dans l'émotion, dans un truc spontané, mais dans le pragmatisme, nous ne sommes pas là. Et là, je trouve qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème dans notre état d'esprit d'abord. Notre état d'esprit de se considérer d'abord, ok, en tant que victime, d'avoir accepté ça également, d'y via plusieurs traumas. Et aussi, je considère que dans le sens et la direction devant aller, on devrait aller chercher la cause première. C'est pour ça qu'à travers cela, que moi, personnellement, je m'intéresse plutôt aux causes qui touchent l'Afrique. Parce que je considère qu'aucun Africain dans le monde n'aurait la considération tant que l'Afrique ne serait pas assez considérée. Et que la cause de tout ça, de ce qu'on vit, du racisme, tout ça, vient de là-bas. À partir du moment où l'Afrique sera beaucoup plus respectée, en dehors, les Africains seront beaucoup plus respectés. Mais moi je pense la question des élites, c'est une question qui me pose toujours question. C'est quoi une élite finalement? Est-ce qu'on considère que les élites, c'est celles qui ont fait l'université? Non, vous faites partie de l'élite, lui il fait partie de l'élite. Le nombre de frères qu'il influence, le nombre de choses qu'il fait de bien, oui, il fait partie de l'élite. Je suis d'accord. Mais oui, justement, c'est là où je pense que... Mais nous justement, on a un peu été dans ce contexte universitaire. Donc je pense qu'il y a justement malheureusement, cette image qui est encore trop présente dans notre communauté aussi de l'élite qui est universitaire. Non. Et qu'il faut déconstruire. Et Ouais, là, je suis évidemment. d'accord qu'il faut déconstruire et où il faut réussir à s'organiser partout où on peut le faire. Donc on a parlé des églises. Dans les églises, c'est un autre contexte. Comment est-ce qu'on fait que les églises, qui sont un peu dans une bulle, dans leur bulle, font pour s'intégrer dans un mouvement qui est beaucoup plus global qu'elles? Comment les mosquées font aussi pour le faire? Comment les festivals, on parlait des festivals, comment est-ce que les festivals peuvent être aussi des festivals politiques? Et les festivals politiques existent aussi. Ah bon? Donc, oui, Esperanza, c'est un festival qui est militant, Ah, plutôt, oui, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour allier aussi ces différents modes d'organisation qui existent? Donc la culture, c'est un mode d'organisation politique, c'est un mode de revendication politique. On peut utiliser la culture pour revendiquer les choses aussi. Comment est-ce qu'on fait pour faire une conjonction de tous ces moyens qui existent là et d'en faire un moyen d'organisation politique concret en fait? Tout le monde est utile, c'est là où je m'attendais sur la question des élites. Tous les pans de notre communauté, tous les pans de la société sont pertinents et intéressants et ont des idées à mettre en place pour le changement de mentalité et pour l'organisation concrète. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire une conjonction de tous ces agrégats? Comment est-ce qu'on réunit tout le monde? Comment est-ce que tout le monde vient donner ses idées pour construire quelque chose de positif? Donc c'est là où moi je pense que l'enjeu se trouve. Il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas assez de discussion, il n'y a pas assez de... Conscience collective. Conscience collective, mais ça, tu parlais de la formation, donc l'aspect formation aussi entre enjeux, c'est comment est-ce qu'on fait pour se former, pour comprendre en fait, les enjeux dans lesquels on est.
la formation, c'est un enjeu crucial. C'est pas pour rien qu'on lutte pour l'enseignement de l'histoire coloniale belge, qu'on lutte pour que toute une série de choses qui concernent l'enseignement des enjeux de racisme et de colonisation se fassent, en fait, parce que sans la connaissance de ces enjeux-là, en fait, on ne sait pas se mobiliser non plus. Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment impliquer tout le monde dans le changement. C'est impliquer tout le monde dans le changement et essayer de faire en sorte que tous les gens, peu importe là où ils sont, puissent se mobiliser et puissent participer à un certain changement. Moi, sur la question des élites, je prends mon contexte par exemple. Moi, je viens d'un petit village en Guinée-Conakry, le village de ma mère particulièrement, parce que c'est celui-là que je connais le plus, où tout le monde parle notre langue, le peul, le pulaar. Ceux qui sont dans l'administration, c'est les rares qui parlent le français. Et qui font en sorte de maintenir ça, parce que c'est en fait le seul élément qui les met à cette position. Donc, pour traiter cette question de la langue française par exemple, dans nos pays de manière générale, les élites les maintiennent parce que c'est leur maîtrise de cet élément-là qui fait leur puissance dans le pays. Leur diplôme, leur intellect, en fait, est construit autour d'une langue. C'est ça qu'on dit que la question de la langue, et c'est au détriment des 99%. Au détriment des 99%. C'est pour ça que le fait de dire le lingala, c'est la langue nationale, et c'est la langue de l'administration, ou le kiswahili, c'est la langue de l'administration, ça change énormément le paradigme, et ça redistribue énormément le pouvoir. Parce que là, ça devient en fait, le kiswahili, c'est la maîtrise en fait, qui fait la connaissance du système. En Guinée, tout simplement, on a toujours cette idée que en fait, la Guinée, c'est 4 régions, qui en fait, quand tu remontes dans l'histoire de cette affaire, c'est les colons qui ont tracé ça comme ça. On dit que bon, là, ce sont les Soussous, là, ce sont les Peuls, là, ce sont les Malinqués, et là, ce sont les gens de la Guinée forestière. C'est comme ça qu'on les appelle de manière globale, qui regroupent tout un ensemble de peuples. Mais donc, si tu vas dans une construction qui est coloniale, en fait, tu maintiens l'idée que, en fait, pour faire la jonction entre ces différents peuples, il te faut une seule langue. Je rebondir sur ce que tu as dit pour finir. Je suis d'accord que c'est la seule voie. Il faut une réafricanisation des pensées. Nous, en tant que diaspora, pour venir changer les choses sur le continent. Et ça, c'est un fait. Maintenant, je considère que c'est pas la meilleure voie, mais c'est la seule voie. Et l'unique voie, c'est le panafricanisme. Et je dis pas ça parce que je suis fan... je n'idolâtre pas, je suis pas fantasmique du panafricanisme, mais je considère que c'est la seule voie, en fait. C'est l'unique voie pour parvenir à nous émanciper à travers le monde et dans notre continent, en fait. C'est notre unité. Si on considère que le monde oppresse les Africains et le continent, la seule voie, c'est notre unité. Et quand on regarde bien, pour ceux qui disent que c'est impossible, c'est généralement... j'ai déjà discuté avec des Européens, du coup, ici, ils considèrent que c'est un peu lointain, etc. Mais alors qu'eux-mêmes, ils vivent à l'Union Européenne, ils ont l'OTAN, et pourtant, ils nous disent que le panafricanisme est impossible. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en discutant avec eux, en leur mettant ça comme contre-argument, qu'ils ont compris qu'en fait, que c'est cette voie politique, cette voie économique et militaire de cette unité que nous visons, pour parvenir à cette émancipation de notre terre et de notre population, en fait. Et pour venir aux élites, je vais juste redéfinir ce que je voulais dire. Par élite, je ne veux pas dire les dirigeants, évidemment. Ce que je veux dire, c'est les éveilleurs politiquement, en fait. L'élite, pour moi, ce qu'on considère dans la communauté, c'est ceux qui influencent, ceux qui arrivent à influencer, en fait. C'est comme ça que je veux le définir. D'accord. Donc, en fait, plus je vous écoute, plus je réalise à quel point je n'ai pas une bonne éducation politique, vraiment. Je pense que quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, pour moi, c'était... je vous promets, hein. Moi, quand je vous écoute, en tout cas. Je vais t'interrompre, mais je suis pas d'accord avec toi. Oui, d'accord. Déjà, le fait que tu conduises... Moi non plus, je suis pas d'accord. Tu conduises une discussion de près de 1 heure sur les questions, c'est que tu gères quand même le non, sujet. je pense que... Trop de modeste, c'est que tout le monde, et c'est là où je reviens sur la question... Trop de modeste. Je reviens sur la question des élites, c'est que tu vas dans chaque maison, tout le monde a une pensée politique. Ouais. C'est impossible d'être un être humain sans avoir une pensée politique. Tout le monde a une pensée politique, c'est juste le mot politique qui pour moi en fait est un mot un peu tabou comme ça, tu vois. C'est un peu tabou, c'est un peu comme le sexe, tu vois. Disons, la politique c'est très tabou. Vraiment... Ou alors c'est peut-être quelque chose qui est rendu c'est rendu trop loin en fait. Okay, alors que chacun, tout le monde pense à la politique quelque part. C'est que tout le monde, quand tu dis, tiens moi,
ça m'énerve en fait de devoir faire tel truc tous les jours, etc. etc. Et je préférais faire ça. C'est de la pensée politique, c'est se dire en fait, moi je veux que mon quotidien change de cette manière-là. Ouais. Et tu peux le faire, enfin voilà, c'est une pensée politique. La politique là se où trouve de notre assiette. Tu hein. trouves dans tout, dans l'assiette, c'est Ouais. qu'est-ce que ce que je mange est toxique. Enfin, il faut pas que ce soit ça, en fait. Ce que mon enfant mange est toxique, il faut pas que ce soit ça. Et D'accord. donc là, c'est une pensée politique déjà de se dire, en fait, je veux que mon assiette change. Et quand D'accord. tu entendras une personne qui est dans un parti politique ou quoi que ce soit dire, eh ben, en fait, nous, on veut que les trucs changent dans nos assiettes, etc., tu diras, ah, mais c'est ce à quoi je pensais. Alors que toi, tu avais déjà pensé aussi avant. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, chez lui, dans sa tête, a des réflexions sur la politique. D'accord. Mais moi, ce que je voulais dire par là, c'était que je ne savais pas que la politique incluait autant de choses, Ouais. honnêtement. Parce que là, dans ma tête, le débat allait parler de comment est-ce qu'on voit la politique, est-ce qu'on se projette dedans ou pas. Pour moi, c'était un peu un sujet à part. Mais là, quand je vous entends parler, vous m'avez parlé de beaucoup de choses. De la langue, de l'élitisme. En fait, c'est parti partout. Dans ma tête, je me suis dit, ah ok, donc tout ça est inclus en fait dans ce que moi j'appelle la politique. Et en fait, je pense que c'est bien parce que ceux qui nous regardent, du coup, vont comprendre que la politique, c'est quelque chose qui est très proche de nous et pas aussi loin qu'on le pense. C'est quelque chose dont on n'a pas à avoir peur, quelque chose qui est lié à des traumas, qu'on peut d'ailleurs surmonter, que j'ai l'impression que vous, en tout cas, vous avez réussi à surmonter avec brio. Très sûr. Pas que c'est- Mais les traumas sont toujours là, je pense qu'ils disparaissent difficilement. Ok. On a toujours peur à un moment donné. Mais en tout cas, vous réussissez à agir malgré eux. Il faut. Disons ça comme ça, d'accord. Pour terminer, j'aimerais bien que vous me parliez un peu de vos espoirs. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a intéressée, pour finir sur une bonne note. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a intéressée sur le fait que parfois, en fait, aussi bien le divertissement dont j'ai parlé, de l'église dont vous avez parlé, etc., c'est parfois la seule chose qui donne de l'espoir. Et quand je vous entendais parler, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que la politique n'est pas dans nos esprits également un élément d'espoir? Parce que comme tu dis aussi ce que tu as dit par rapport à l'Union européenne a amélioré les conditions de vie des populations européennes. Et je pense que du coup, l'Union africaine pourrait faire la même chose. Mais donc la politique pourrait devenir également un élément d'espoir. Donc, avez-vous un espoir pour la politique? Avez-vous des rêves? Avez-vous des visions que vous aimeriez partager avec nous? Moi, j'ai un espoir qui est le Mali, bizarrement. Assimi Parce que- Goïta. En fait, ce que j'ai pu observer qui se passait dans ce pays ces derniers mois, en fait, c'est des choses que tu lisais dans les bouquins, mais que tu vois là de manière pratico-pratique quand le ministre des Affaires étrangères malien parle dans les assemblées internationales et qu'il parle de la France, qu'il parle des relations que les pays africains devraient normalement avoir avec... en fait, ça te donne de l'espoir que en fait, ce que tu ne voyais pas d'habitude, que nos élites nous représentent véritablement, ça donne de l'espoir. Tu sens, et les élites actuelles ne sont pas tombées du ciel. Il y a eu un mouvement. Le peuple malien s'est mis en mouvement et ça a donné cette résultante-là. Donc pour moi, il y a inévitablement de l'espoir. Ce qui s'est passé avec la question du franc CFA, ça donne de l'espoir, qui n'était pas uniquement lié à l'urgence panafricaniste, qui était un mouvement beaucoup plus global que ça. Je veux dire, il y a des choses qui bougent et qui forcément donnent de l'espoir. Et je reviens à ce que le frère disait, il est primordial que l'Afrique construise son rapport de force. Nos vies à chacun en dépendent en fait. Le respect qu'on aura sur le plan international en dépend aussi. J'ai de l'espoir quand je vois en Belgique aussi ce qui se passe. Parce qu'en 10 ans, les gens ne se rendent pas compte de tout le boulot qu'il y a eu, de la réactivité des associations sur beaucoup de questions qui font que certaines choses ne passent plus. Donc, c'est pour ça que je disais que nous n'avons de toute façon pas le luxe d'être pessimistes. Nous devons rester optimistes. J'ai également de l'espoir, je vais revenir sur ce que le frère a dit, de l'espoir quand on voit par exemple Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères malien, qui aux Nations Unies, on va dire, taquine un peu, plus que taquiner, mais remet en place les autres États en ce qui concerne le Mali, même quand on voit Assimi Goïta du Mali au Burkina Faso, également le dirigeant, et même en Guinée, on voit que c'est ces militaires qui reprennent le pouvoir et qui travaillent en tout cas pour le moment dans l'intérêt du peuple.
moi, ça me donne espoir en tout cas. Après, je sais qu'au niveau du continent, il n'y a pas que des belles choses. Mais évidemment, je pense que ce désintérêt, cette peur de la politique pourrait être éloignée si on mettait plus en avant ce qui se passe de bien. Et les figures politiques en Afrique qui font vraiment le taf. On a plutôt l'habitude de se concentrer sur ce qui se passe mal. Et je pense que cette perspective pourrait changer. Après, dans ma réalité ici, dans la diaspora, j'ai l'espoir aussi au sein de notre communauté, surtout au sein de notre jeunesse, parce que je me rends compte que dans chaque domaine qu'on est, hein, on est excellent. On est réellement excellent. Quand on le veut vraiment, on est excellent. Alors j'imagine que dans le futur, si on s'engage encore plus politiquement, on peut vraiment faire des ravages. D'accord. Moi, l'espoir que j'ai, c'est l'unité. Je pense que sans ce facteur-là, on peut difficilement faire des choses. L'unité permettra qu'il y ait de l'échange. On a beaucoup parlé d'échange, hein, du fait que comment faire en sorte que les gens se rendent compte que en fait, ce qu'ils disent est politique, ce qu'ils pensent est politique, etc. C'est dans l'échange que tout ça va se faire aussi. Donc le panafricanisme, pour moi, c'est aussi de l'échange. C'est de l'échange entre toutes les populations du continent africain qui échangent, qui s'unissent pour mettre en place un modèle différent. Et en diaspora, moi, l'espoir que je vois aussi, c'est l'organisation. C'est les choses qui changent petit à petit. C'est la mobilisation des gens qui se mobilisent pour faire changer leur quotidien au fur et à mesure et qui s'intéressent en fait à ce qui se passe autour d'eux. Moi, c'est quelque chose que je vois concrètement et donc je pense que il faut qu'on s'intéresse à ce qu'il y a autour de nous et ce qui se passe dans nos pays d'origine aussi. Donc, c'est pas antinomique, hein, c'est ce qui se passe dans la diaspora et ce qui se passe sur le continent africain, il faut les lier à chaque fois et s'y intéresser. Si on les dissocie, pour moi c'est un danger, il faut les lier et faire converger en fait, les éléments qui se jouent dans ces différents contextes-là. D'accord. Alors, merci beaucoup. Il s'agissait un peu de votre mot de la fin également, je ne vous l'ai pas dit, mais bon voilà. Ah, mais on l'a pas compris. Vous l'avez magnifiquement compris. Mais pour finir, j'aimerais quand même qu'il nous donne un mot de la fin, mais qui se résumera en une phrase. Parce que vous aimez bien faire des politiciens, on vous connaît. On aimerait que ça se finisse en une phrase. Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à la communauté, à toutes les personnes qui vont vous découvrir, qui vont vous écouter? Quel mot, quelle phrase précisément, quelle phrase est-ce que vous leur donnez pour terminer cette vidéo? C'est en se jetant dans la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Ce message est adressé surtout à la jeunesse qui combat pour elle-même et pour les suivants. Ça serait de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Pour moi, il faut que chacun s'intéresse à ce qui se passe autour de lui. C'est le premier pas vers le politique dont on a peur, en fait, c'est vraiment de se jeter à la mer et de s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. D'accord. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce fut une première tentative, comme vous voyez. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo en groupe avec plusieurs personnes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le message est bien passé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine. Bye bye.